cette soirée avec même pas trop de retard. On s'améliore d'année en année. Et pourtant, Dieu sait si nos intervenants ont du mérite parce qu'ils viennent tous de loin. Alors, dans un premier temps, je voudrais déjà quand même vous remercier tous, d'être tous du fond du cœur, parce que quand on voit une salle comme ça, je vous prie de croire que ça réconforte. Ça réconforte, ben pour nous, ça n'a pas tellement d'importance. Par contre, pour les gens qui viennent, vous apporter des informations, je crois que c'est fondamental. Alors, merci vraiment à vous tous. Et il y en a également qui viennent, je sais, et j'en aperçois, qui viennent de loin. Également un merci aux municipalités qui, dans notre petite région, il y en a beaucoup qui soutiennent notre action et qui la soutiennent de plus en plus régulièrement. On a maintenant, sans aucun problème, des prêts de salles, et puis spontanément, vraiment, ça nous conforte également à poursuivre notre action. Des prêts de matériel, prêts de salle, et bien sûr même des dons. Je vais remercier également les journalistes qui sont présents, qui sont également fidèles. Une petite pensée pour Madeleine qui vient depuis 15 ans maintenant et qui est en train de passer sa soirée à l'hôpital. Alors une petite pensée pour elle, en lui souhaitant un prompt rétablissement. Les journalistes, oui, vraiment suivent et sont vraiment un élément indispensable dans notre action, parce qu'ensuite, on a beau faire tout le bruit qu'on veut, si les journaux, si la presse n'en parle pas, ça ne va pas très loin. Et là, on a cette chance d'avoir ces gens qui nous suivent, qui n'hésitent pas à venir passer une soirée pour nous accompagner lors de réunions, et on fait de nombreuses réunions, on les voit pratiquement toujours. Merci à vous. Merci aux intervenants, les professeurs Michalet, Bertrand, qui sont les piliers des interventions annuelles, qui nous informent très très régulièrement. Et quand on connaît vos programmes, quand on connaît vos emplois du temps, vous avez du mérite de venir jusqu'à Saint-Symphorien. Traverser les forêts, les montagnes, c'est du mérite. Mais c'est pour ça que cette année, on a choisi une journée sans neige. Voilà. Cette année, il y a également donc le docteur Mathias Schell, qui est un collègue du professeur Bertrand. On a Daniel Lardet qui va témoigner, qui vient de l'Isère, de Morestel, je crois. Alors, il faut le faire également. Hein. Oui, il est en pleine forme. Et Pascal Alt, qui lui nous vient de Paris, qui est le président de l'association 100% la vie, une association qui se bat depuis, je crois, 1999 pour la même cause que la nôtre. Donc voilà, on ne peut être que satisfait de sa présence, parce qu'en unissant nos forces de frappe, on pourra encore aider un peu plus la médecine. Alors, je pense qu'on pourrait déjà vous applaudir, parce que c'est vraiment un grand plaisir de vous accueillir tous dans notre petit pays. Et maintenant, je vais laisser la parole à Patrick, notre président. Voilà. On a chacun je suis vraiment heureux de vous retrouver et de voir cette salle si bondée. Vraiment, ça nous réchauffe le cœur. C'est super bien. Vraiment, j'adjoins Claude en disant que c'est essentiel qu'on soit suivi comme ça. Je remercie également les journalistes et tous ceux qui les suivent. Alors, j'ai écrit quelques mots parce que je préférais écrire avant. Voilà, si je l'avais de votre côté, ça ira mieux. Il est apparu cette année que j'avais envie de parler en fait de la vie. Parce que, bon, j'ai 68 ans, c'est peut-être ce qui fait aiguiller mon propos.
La vie qu'on vit tous les jours, on ne se rend même pas compte de ce que c'est, ce qu'elle est. On respire, on court, on vit, on regarde, on écoute. On a tout pour apprécier les choses. Mais c'est comme ça, c'est naturel. Faut-il perdre la vie? Faut-il être malade? Non. Faut-il perdre la vue? Excusez-moi. Faut-il être malade pour se rendre compte enfin de l'importance de toutes ces choses-là? Est-ce que c'est au moment de la perte que l'on voudrait la retenir? Je suis sûr que nos malades savent mieux que nous l'importance du quotidien naturel. Quand on pense qu'il y a des gens pour qui la vie humaine ne compte pas, c'est à se demander comment est fait leur esprit. Quand je dis esprit, je dis bien sûr cerveau dérangé. Il existe trop de choses, trop de conflits qui enlèvent la vie. Il y a aussi des pollueurs de toutes sortes qui polluent rivières, mers, terres et atmosphères. Ce sont les mêmes qui aiment leurs enfants plus que tout. Allez savoir. Mais heureusement, il y a ceux qui continuent à bâtir le mur de l'humanité pierre par pierre. Le défi Anthony, c'est un hymne à la vie et une association, et votre association, croyez-le, sans fausse modestie, a une grande place dans l'élaboration de ce mur. Nous avons un combat à mener, et cette année encore, grâce aux superbes défis qui ont été réalisés, nous allons encore pouvoir contribuer à aider financièrement la recherche. Bien entendu, je voudrais remercier de leur présence les professeurs Michel et Bertrand et leurs invités qui vont nous parler, comme chaque année, des travaux qui ont été effectués chacun dans leur domaine. En 2013, j'avais entendu parler de l'ADN, peut-être vont-ils nous en parler un peu plus. En tout cas, je voudrais qu'on les applaudisse à nouveau très fort. Nous entendrons également le docteur Mathias Schell, qui, à l'IHOP, est plus spécialement chargé de l'hospitalisation à domicile des enfants. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous informe cette année qu'il va y avoir des journées nationales pour la leucémie. Je crois que c'est les 28 et 29 mars de cette année. 29 et 30 ou 29 et 30. Ah, voilà. 28 au 30. Du 28 au 30. On va y arriver. Ne vous inquiétez pas. Alors, au sujet de l'organisation, M. Pascal Alt, président de l'association 100% la vie, est venu nous en parler. Je remercie tous ceux qui ont fait des défis en 2013 et tous ceux qui en feront en 2014. J'encourage le plus de personnes possible à organiser des défis. Rappelons nos deux premiers défis. Premièrement, 100% d'argent récolté, 100% reversé. Le deuxième, parrainons pour avoir de nouveaux adhérents. Je vais ajouter qu'en 1998, j'avais lancé l'idée des défis, c'était un rêve. Et bien, grâce à vous tous, c'est devenu une réalité. Alors je dis bravo, et c'est à nous de vous applaudir. Voilà, je vais laisser la parole à Claude pour la suite. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir écouté. Eh bien, on va commencer le début de nos interventions. C'est le docteur Mathias Schell qui va nous parler de l'hospitalisation à domicile. Bonsoir à toutes et à tous. Un grand merci de m'associer à votre soirée qui a en effet existe depuis longtemps. Je ne vais pas vous parler de l'ADN, je ne vais pas vous parler de la recherche alors que vous soutenez cette cause pour faire des progrès dans cette lutte contre la leucémie, contre le cancer. Et cette lutte a permis en effet que de plus en plus d'enfants, je suis pédiatre, du coup je peux parler que de la pédiatrie, survivent. Et on a, avec la création de l'IHOP, que je pense que le professeur Bertrand a largement développé, pu nous intéresser à la qualité de vie des enfants avec un développement, dans la mesure du possible, des prises en charge à domicile.
Un enfant, quand il est à l'hôpital, la première chose qu'il demande généralement, quand est-ce que tu me fais rentrer? Quand est-ce que je peux rentrer? D'accord? Avec des traitements aussi lourds que pour la leucémie ou pour les tumeurs solides, c'était en effet un challenge de se mettre dans cette peau de l'enfant et de l'entendre à sa juste valeur pour du coup mettre en place tout un système pour que ça tienne à la maison. Je vais vous expliquer un peu ce qu'avec l'IHOP on a mis en place pour vous dire, pour vous donner un ordre d'idée. Aujourd'hui, sur l'IHOP, il y a une 50aine de lits et on a 10 lits à domicile. C'est-à-dire là où les enfants habitent, parce que du coup c'est aussi un autre challenge, on ne va pas créer ça uniquement sur la courrie de Lyon, on va là où les gens habitent, si l'enfant peut être pris en charge à domicile, du coup on a une hospitalisation régionale. Du coup là où l'enfant habite, et si c'est faisable à faire, si c'est faisable, à nous on permet un retour à domicile de façon précoce. Du coup je vais essayer de vous détailler un tout petit peu ce que ça représente comme travail. Parce que du coup, dans mon activité aujourd'hui, alors que je fais de la recherche, l'ADN et de la biologie moléculaire, j'en ai fait un tout petit peu, mais aujourd'hui, je fais vraiment autre chose. Je suis là pour favoriser ce retour à domicile, pour raccourcir les durées des séjours, voire même éviter les allers-retours un peu inutiles aujourd'hui pour ces enfants et ces familles. Voilà. Du coup, on s'était dit, ça c'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore entendu, alors que sur la greffe et la recherche et tout ça, vous êtes à jour pratiquement, ou ce soir vous allez être à jour, voilà. Du coup, voilà, peut-être aujourd'hui une notion plutôt sur comment la médecine évolue et la qualité de vie est aussi recherchée, parce que ça fait partie aussi de la recherche. Je vais allumer. Alors, quand est-ce qu'on peut proposer un retour à domicile? Première question à se poser. Hein. Je suis oncologue pédiatre, j'ai fait plusieurs années de travail au sein de l'établissement, dans le service. Et on s'est du coup dit, bah, bien sûr, on pourrait faire des choses à la maison, mais quelles sont les conditions pour la maison? Et on a les mêmes exigences qu'à l'hôpital. D'abord, l'enfant doit avoir envie, la famille doit avoir envie de rentrer. Et notre exigence comme médecin et infirmière, parce qu'on est toute une équipe qui assure ce travail-là, est de promettre à la famille que la prise en charge est équivalente. C'est pas rien, hein. Si cet enfant veut rentrer à la maison, il ne faut pas qu'il y ait perte de chance, c'est évident. Perte de chance de guérir, ou perte de chance par rapport à une récupération d'une toxicité. Alors du coup, il faut que la prise en charge soit équivalente à l'hôpital, bien sûr que ce soit faisable. Et du coup, que par la rigueur, la planification d'occupation des lits ne joue pas. C'est pas ça qu'on cherche. Hein. On ne va pas rentabiliser l'hôpital. La motivation première, c'est de rendre service aux gens. Le retour à domicile, sur le plan familial, il faut imaginer quand même que des leucémies et des tumeurs solides, la prise en charge, ça prend beaucoup de temps. Et du coup, il y a un éclatement familial, forcément. L'enfant à l'hôpital, il est accompagné par un des deux parents. Ça veut dire que l'autre parent, il est à la maison, il gère un peu la maison comme il peut. Probablement, il doit travailler parce qu'il faut quand même gagner des sous pour remplir le frigo et payer ce qu'on a payé par mois. S'occuper peut-être des autres enfants. Et du coup, les hospitalisations en cancérologie pédiatrique ou toute maladie chronique favorisent ou provoquent un éclatement familial. Alors si on se met du coup dans le retour à domicile, on regroupe, on permet un regroupement familial. Que cette famille s'assoit autour d'une table et ils mangent enfin à nouveau ensemble des repas. Du coup, le regroupement familial, pour le malade lui-même, la place au sein du système familial ou dans son village est importante. Du coup, la place sociale de cet enfant prend toute une autre envergure. Hein. On favorise vraiment cette place sociale de l'enfant, mais également de la famille. Le retour à domicile permet également de réfléchir, est-ce que l'école n'a pas sa place dans ce parcours de soins ou à l'ailleurs des voyages? Est-ce qu'on ne peut pas s'autoriser à partir un week-end, fêter l'anniversaire de la grand-mère à droite et à gauche, des choses comme ça? Bien sûr, c'est angoissant. L'hôpital a un côté sécuritaire. Hein. Là, il n'y a que des professionnels, on sait ce qu'ils font, c'est leur métier. Du coup, on est très très chouchoutés et à l'ailleurs, on n'a que des compétences autour. Et on ouvre une porte, il y a des blouses blanches et à l'ailleurs, ça rassure les parents, les enfants, pas sûr que ça les rassure d'avoir trop de blouses blanches, mais bon, mais n'empêche que c'est des compétences. À l'hôpital, à la maison,
l'angoisse des parents et de l'enfant peut être qu'il manque de la compétence. Il faut qu'on assure qu'il y a de la compétence et qu'il y a une réaction en temps réel. Les parents très souvent le signalent aussi, est-ce qu'on va tenir? Parce qu'on a une responsabilité. Hein. D'accord? Si ça ne va pas bien, qui est-ce que j'appelle? Et ainsi de suite. On transforme la maison en lieu de soins. Si ce n'était pas nécessaire, bah, l'enfant rentre même sans notre aide. Hein. Et aujourd'hui, je passe un mi-temps de mon temps de travail à organiser ces retours à domicile. Si c'était si simple, il n'y aura pas besoin de détacher un médecin pour organiser et réfléchir et coordonner ces prises en charge. D'accord? Et du coup, on a aussi à réfléchir que les parents sont du coup des soignants naturels. Par définition, les parents soignent le bobo de leur enfant. Il a 38, on donne la Doliprane, bon, bref. Et avec une tumeur, une leucémie, des effets secondaires des traitements qu'on donne, ils ont une responsabilité un peu accrue. Il faut qu'on les soulage, qu'on ne leur demande pas trop. D'accord? Et tous ces challenges, il faut les relever pour que ce retour se fasse bien. Quelques images pour illustrer quand même ce qu'on fait. Du coup, cet enfant est à domicile, avec en effet une pompe, une alimentation parentérale. Bon, la sœur peut lire une petite histoire parce que le petit il est alité. Vous avez une autre pompe pour de la morphine. Les enfants peuvent être douloureux. On a aujourd'hui des antalgiques très puissants, comme la morphine qu'on peut faire à la maison. Et du coup, ici, il y a une pompe, une PCA, c'est-à-dire qu'on peut délivrer des doses supplémentaires calculées par nous, par la famille, ou si l'enfant est un peu plus grand, par lui-même. Et du coup, cet enfant, il est hospitalisé. Là, ils l'ont installé dans le salon, il y a la table à manger, du coup, cet enfant participe à une vie de famille quand même, et voilà, la petite sœur ou la grande sœur, pardon, elle est en train de lire l'histoire. Ça, c'est le côté agréable de l'histoire. Le côté moins agréable, qu'il faut transformer la maison. C'est-à-dire ici, vous avez la pharmacie de cet enfant. Et ça, c'est plutôt bien organisé. Hein. Normalement, il y a plein de cartons qui traînent, et on bouge un peu les trucs, on vide des placards, alors du coup, parce qu'il faut transformer la maison en lieu de soins. Et il ne faut pas qu'un dimanche après-midi, à 15h, il y a un comprimé qui manque, ou une tubulure qui manque, ou quelque chose que, voilà, ça fait défaut. Il faut plutôt qu'on ait un peu trop de médicaments que pas assez, parce que s'il y a l'évolution, et on n'a pas réfléchi, bah, ça va manquer, l'enfant revient à l'hôpital. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est qu'on peut permettre une adaptation du traitement à domicile en temps réel. Du coup, il faut qu'on ait une certaine anticipation, tant les traitements qu'on met en place ou à disposition, et sur prescription médicale, bah, cet enfant. Du coup, il a ici installé toute une pharmacie, vous imaginez, je sais pas, tout le monde connaît ces tiroirs en plastique là, et tout ça c'est plein, et à la rigueur ça suffit pour une prise en charge peut-être d'une semaine. Après, il y a d'autres cartons qui arrivent et les infirmières les rendent. Du coup, on a une cellule de coordination, on est vraiment dédié à cette tâche d'externaliser les soins à domicile avec des infirmières de coordination et moi comme médecin. Et on a du coup deux possibilités, soit d'organiser des soins à domicile, soit de l'hospitalisation à domicile. Les soins à domicile, c'est plus simple, l'hospitalisation à domicile, notamment, c'est plus complexe. On peut avoir des médicaments qui sont réservés à l'usage hospitalier, c'est-à-dire que vous ne trouvez pas dans votre pharmacie sur place, qu'il faut ramener de l'hôpital, avec bien sûr du coup un contrôle, que ça se passe bien, une trajectoire qu'il faut tracer, tout ça. La décision, est-ce que c'est du SAD ou du HAD, ça nous appartient. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques, comment on coordonne ces soins. N'empêche qu'il y a une réglementation, l'hospitalisation à domicile, c'est-à-dire ces enfants occupent un lit d'hôpital. Hein, c'est de la réglementation, c'est une hospitalisation à domicile. C'est vraiment une structure hospitalière, mais à domicile du patient. Pour ça, il faut avoir l'accord du médecin traitant qui va jouer un rôle plus ou moins important selon le parcours de l'enfant, des infirmières libérales, parce que nous, on ne peut pas se déplacer à masse, parce que l'enfant vient de masse, on habite à Lyon, ça donne pas de sens de se déplacer pour une injection voilà, là-bas. Du coup, je vais vous expliquer qu'on cherche des accords avec les libéraux, qu'on les forme à la tâche spécifique pour cet enfant, pour que ça devienne des soignants hyper compétents par rapport à cet enfant. Ils ne remplacent pas la cancérologie, parce qu'ils ne connaissent pas tout le métier qu'on fait, mais pour cet enfant, le projet de soins, les risques, les choses à surveiller sont expliquées par notre cellule de coordination. Du coup, nous, on a un rôle déjà d'expliquer à la famille ce qu'on souhaite leur offrir. Après, ils acceptent pas, c'est leur choix, on ne va pas les pousser dehors, il faut vraiment qu'il y ait une envie. Une fois qu'on a clarifié comment on fonctionne, on va contacter les infirmières libérales, on va évaluer leur
disponibilité. Une infirmière libérale, elle n'attend pas que nous, on les appelle de l'IHEP, hein, elle a d'autres choses à faire, peut-être. Donc il faut qu'on évalue, est-ce qu'elle est disponible, est-ce qu'elle est suffisamment formée au matériel qu'on va utiliser. D'accord? Si elle n'est pas formée, il faut qu'on la forme. On va pas prendre le risque qu'elle ait cours dans la programmation des pompes et tout ça. Il faut vraiment qu'on définisse l'intervention et on évalue le savoir-faire, qu'on forme si le savoir-faire n'est pas tout à fait celui qu'on souhaite. Bien sûr, il faut commander du matériel, juste pour vous dire, un enfant qui rentre avec une voie centrale, c'est-à-dire un cathéter pour laquelle on passe les médicaments, et il est parti comme ça de l'hôpital avec une pompe branchée. Le soir, il fallait brancher une alimentation, comme je vous ai montré sur la photo, sauf qu'il manquait le petit tuyau qui nous permet de brancher deux choses sur une voie centrale. Celui-là, il manque. Si ça manque, à tout l'hôpital, à domicile, ça tombe à l'eau. Parce que l'infirmière ne peut pas l'inventer. Si elle n'a pas sur place, ça ne peut pas l'inventer. Du coup, c'est une énorme responsabilité que rien manque tant les cartons qu'on va livrer pour que l'infirmière sur place, non seulement elle est formée et tout ça, mais qu'elle a tout le matériel pour le brancher dans les conditions qu'il faut. On va contacter, voilà, médecin traitant, peut-être aussi des kinés. De temps en temps, il y a la kinésithérapie respiratoire ou motrice qu'on doit faire. Il faut les former, il faut les informer et définir le rôle de chacun. Les libéraux, ils n'ont pas l'habitude forcément d'intervenir auprès des enfants atteints de cancer. Il faut avoir leur accord et les former à la tâche spécifique qu'on va leur demander. Pour ça, on se déplace. Du coup, on a en effet, moi j'ai un rôle de médecin coordinateur avec un déplacement. Pour vous dire, en 2013, j'ai fait 30 000 km pour ces déplacements-là, pour mettre en place les choses, pour coordonner les soins, peut-être retourner s'il faut réadapter des choses, et mes collègues médecins libéraux, ils se sont déplacés, au l'épaule, au bas. Du coup, on a des allers-retours entre l'hôpital, c'est-à-dire les murs de l'hôpital, et l'hôpital sur place, c'est-à-dire à domicile de ce patient, à réfléchir. Du coup, on crée un vrai réseau. C'est-à-dire, ce n'est pas une délégation des actes avec une ordonnance. On veut vraiment créer un réseau autour de cet enfant et de cette famille qui se sent du coup en sécurité par rapport à ce que le traitement, l'angoisse de cette maladie, l'évolution peut éventuellement représenter pour cette famille, qu'ils sachent qui appeler, quand, et si à 3 h du matin il y a un problème, comme à l'hôpital, on trouve une solution. On peut pas, à l'hôpital on ouvre une porte et on a une infirmière, chez nous on a un téléphone, on appelle quelqu'un, à 3 h du matin on peut déplacer quelqu'un sur place, les soins sont assurés 24 h sur 24 par les libéraux et par une astreinte de notre part. Donc il faut vraiment qu'on anticipe les sorties, c'est-à-dire les collègues de l'hôpital, ils sont gentils, ils nous donnent 48 heures pour organiser un peu tout ça. Et si c'est un peu plus pressé parce que l'enfant a vraiment envie de rentrer, ou si on le connaît déjà, on peut l'organiser peut-être en quelques heures, mais c'est vraiment un challenge, comme je vous l'ai dit, pour vérifier, est-ce que c'est pas parce que l'infirmière était disponible la semaine dernière qu'elle va être disponible aujourd'hui. Il faut qu'on l'assure, c'est une libérale, et elle manage son job comme elle veut. Alors, du coup, on ne peut pas lui imposer, il faut vraiment du coup l'avoir au bout du fil, clarifier quel est le projet de soins cette fois-ci, ainsi de suite. Le problème, c'est également que les cancers sont tellement rares que peu de gens sont formés, voire pas formés. Du coup, il faut qu'on crée, il n'y a pas d'ancrage, d'accord? Il n'y a pas une connaissance du cancer. Je pense à chaque année, vous apprenez des choses, et même si vous venez depuis des années, vous dites, on a un peu compris le truc, mais voilà, il y a un médecin, il a tellement de choses à faire, un médecin généraliste, il a tellement de choses à faire, que le cancer, ça reste une maladie rare, que, notamment les cancers de l'enfant, un médecin traitant, il voit un cancer de l'enfant dans toute sa carrière. Alors, il ne va pas se tenir à jour sur toutes les évolutions de la médecine. Du coup, c'est à nous de le former. On ne se connaît pas avec le médecin traitant. Ce n'est pas un collaborateur habituel. Il ne me connaît pas, il n'a même pas entendu mon nom. Du coup, ce n'est pas quelqu'un avec lequel on correspond régulièrement comme on fait avec les collègues à l'hôpital. Du coup, il faut qu'on fasse connaissance, qu'on crée un réseau. Ces gens peuvent avoir, les professionnels, les libéraux, peuvent avoir un sentiment de solitude, d'être dépassés. Je n'ai pas fait ce métier pour prendre en charge ces patients aussi lourds. Du coup, il faut qu'on soit une équipe de soutien pour que ce patient soit bien pris en charge, parce qu'un médecin traitant qui a la pétoche, je ne vous dis pas, l'enfant sort tout de suite. Alors du coup, il faut qu'on assure que ce médecin ou cette infirmière intervient avec une certaine assise et une certaine assurance, parce qu'on a fait quand même des diplômes, et on peut l'assurer, mais il faut qu'on l'aide. Toutes ces difficultés, on les a et on les a pu surmonter
Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a de plus en plus de demandes. Quand on a ouvert l'IHOP, on a commencé avec 2 enfants en moyenne par jour dehors. C'est-à-dire on avait 365 jours x 2 couverts d'occupation de lit. Aujourd'hui, on a 10 enfants. C'est-à-dire on a on va dire, entre 5 et 20 enfants dehors. Et si on lisse ça sur 365 jours, on a 10 lits occupés en permanence. Pas ça. Et vu cette augmentation en 5 ans, globalement, à mon avis, on a réussi le challenge. Les familles se sentent à l'aise et une fois qu'ils étaient dehors, ils ne font que réclamer de retourner à domicile le plus vite possible. D'accord? Du coup, on crée une équipe, ce que je vous ai déjà dit, d'accord? Du coup, l'idée pour nous, c'est d'avoir une HAD avec les libéraux. C'est vraiment une particularité qu'on donne la place aux libéraux et qu'on crée ce réseau-là, avec de notre côté un regard régulier. Comme un médecin hospitalier fait régulièrement une visite, il faut que nous, on soit régulièrement quand même à domicile pour que cette famille ne se sente pas abandonnée par l'hôpital et à la rigueur trop détachée. Et voilà, du coup, ça c'est notre rôle de permettre ce retour dans une sécurité qui évite le sentiment d'abandon et de méprisement des proches. Une famille qui se réveille toutes les nuits pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, l'épuisement il n'est pas loin, et du coup on n'a pas envie, ce serait contre-productif d'épuiser cette famille. Il faut qu'on fasse ça dans un cadre sécuritaire pour que derrière le système familial ne paye pas la note, au contraire, mais il se ressout et il y a quelque chose qui peut se faire de ce côté. Du coup on a individualisé différents types de prise en charge. Un type de prise en charge, c'est la suite de soins, c'est assez simple, c'est les médecins hospitaliers qui nous disent il faut des antibiotiques jusqu'à telle date, il faut de l'hydratation jusqu'à telle date, il faut une alimentation parentérale ou entérale, c'est-à-dire une alimentation artificielle, à tel débit, pendant X temps, vous surveillez le poids. Bon bref, les collègues hospitaliers ont tout décidé, et nous on met en place. On met la maison en place, on met les matériels en place, on forme les gens, et ça suit. Ça c'est assez simple pour nous. Le problème, le travail le plus complexe, et c'est ce qui nous prend le plus de temps, c'est d'être une réelle alternative à l'hospitalisation. Une réelle alternative, ça veut dire qu'on adapte un traitement s'il faut l'adapter. Un enfant qui est douloureux, qui devient moins douloureux, il faut bien que quelqu'un arrête le traitement. Ou un enfant qui n'était pas douloureux et qui devient douloureux, il faut bien commencer un traitement. Aujourd'hui, avec ce système-là, on est arrivé à éviter les hospitalisations de jour. Dans beaucoup de services, l'enfant revient à l'hôpital, le médecin fait son analyse, il adapte le traitement et après il repart à la maison. Nous, on se dit, c'est un aller-retour pour un enfant qui en peut déjà plus de la route. Vous avez évoqué le chemin à faire d'ici Lyon, c'est uniquement pour adapter un traitement, alors que peut-être on peut le faire à la maison. Aujourd'hui, avec le système qu'on a mis en place, commencer un traitement antalgique, commencer une alimentation, ou à l'ailleurs même une antibiothérapie, ou des traitements contre l'angoisse, ou des traitements, bref, il y a des multiples raisons, peut se faire aujourd'hui à la maison. On est même allé jusqu'à la chimiothérapie à la maison, avec des chimiothérapies assez simples qu'on fait normalement à l'hôpital de jour. Alors on se dit, si un interne peut prescrire cette chimiothérapie, un médecin généraliste peut peut-être aussi la prescrire, du coup on forme un médecin généraliste, il examine le patient comme nous le ferons à l'hôpital, il donne le feu vert de chimiothérapie, avant de faire une chimiothérapie il faut avoir le feu vert, le feu vert du médecin, on forme le médecin, il donne son feu vert, nous on fait livrer la chimiothérapie, et le patient reçoit la chimiothérapie, et il est devant sa PlayStation, son Game Boy et tout ça, et il ne se déplace pas 4 heures pour avoir une chimiothérapie qui dure 1 heure. Ils perdent quand même à peu près une journée pour une chimiothérapie qui peut être très très courte. Alors du coup, on se dit on peut faire mieux, et on a beaucoup de chimiothérapie à domicile. On a aussi des gestions post-opératoires, les enfants après l'opération, le challenge c'est l'opération. Ça on ne fait pas encore à la maison. Et à mon avis, on verra bien là-bas. D'accord? N'empêche qu'en post-opératoire, les cicatrices, les pansements, on n'a pas besoin forcément d'être à l'hôpital. Si on a la compétence à la maison, du coup, on peut sortir les enfants avec des plaies parfois, avec des pansements de marque-thérapie. C'est des trucs assez compliqués, mais n'empêche que ça peut se faire aujourd'hui à la maison. Et bien sûr, des enfants qu'on ne guérit pas. Vous avez entendu, je pense, depuis que vous êtes là, qu'on guérit 8 enfants sur 10 du cancer, ça veut dire que malheureusement 2 enfants sur 10 guérissent. Du coup, votre action
est là pour qu'on guérisse davantage, parce que la recherche est là pour avancer et pour guérir davantage les gens. Et du coup, on vous remercie vraiment, parce qu'on en a besoin, parce qu'on a vraiment envie que quand on partira à la retraite, il y en a 9 sur 10 qui le guérissent, et à un moment donné, qu'on guérit tous les enfants de cancer, bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est le cas. Et là aussi, avec le système qu'on a mis en place, il y a des enfants qui sont aujourd'hui pris en charge malgré la maladie, ou avec un échappement thérapeutique de la maladie, en soins palliatifs, c'est-à-dire ces enfants qu'on ne peut malheureusement pas guérir à domicile, et avec le système qui nous permet d'être assez proche de ces personnes, de cet enfant, de cette famille, des frères et sœurs, pas globalement pour un certain nombre, ça donne du sens de rester à la maison, et du coup on a développé une certaine compétence et un retour à domicile, ou un maintien à domicile pour les parents et les enfants qui le souhaitent, y compris dans des zones thérapeutiques et en soins palliatifs. Du coup, on a des enfants, pour vous dire, en 2013, on a eu une vingtaine d'enfants qui sont décédés à la maison, parce qu'on a, bien sûr, des enfants qui reviennent à l'hôpital, hein, là aussi, c'est le choix, c'est pas le nôtre, c'est très individuel et ça dépend de la famille. N'empêche qu'aujourd'hui, si cet enfant et cette famille dit c'est plus logique de ne plus revenir à l'hôpital, ben on peut offrir très souvent cette solution. C'est pas pour tous les enfants, mais quand même assez souvent il y a. Du coup, c'est une prise en charge complexe avec une réactivité et une compétence. Une compétence vraiment hospitalière, parce que là, il faut adapter le traitement pratiquement en temps réel et être disponible et avoir des médicaments sur place. Et si on n'a pas sur place, il faut les livrer dans les heures qui viennent ou se débrouiller pour que cet enfant ne fait pas de trajet. Du coup, le rôle des infirmières libérales elle est très différent selon type suite de soins ou à la rigueur alternative à l'hospitalisation. Parce que si vous avez de l'alternative à l'hospitalisation, bien sûr, elle a une responsabilité plus importante et le médecin traitant aussi. N'empêche que si on a formé le réseau dont je vous ai parlé avant, ça marche. D'accord? Voilà, c'est globalement ce que je voulais vous dire, parce que je ne voulais pas vous emboliser toute la soirée avec ce qu'on a mis en place, mais pour vous dire qu'en dehors de la recherche, il y a ce qu'on pense être une qualité de vie, la recherche d'une qualité de vie, d'accord, qui passe pour beaucoup d'enfants quand même par j'ai envie de rentrer chez moi, j'ai envie de mon doudou, j'ai envie de mon chat, de mon chien, et à la rigueur de mon environnement habituel. Et avec l'IHOP, qui est quand même probablement la plus grosse structure française qui offre maintenant, bah, c'est Tilly, on est plutôt arrivé à ce beau projet, à réaliser ça, et ça aussi parce que les enfants, les médicaments existent, aujourd'hui la toxicité, ça peut se maîtriser aussi à domicile, et grâce à la recherche, on en guérit, et ça devient une maladie chronique, et avec la maladie chronique, on a besoin de réfléchir à ce type de problématique. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci d'avoir développé cet aspect humain qui rejoint la qualité des soins et qui est quand même fondamental. C'est maintenant le professeur Michalet qui va nous parler des greffes à partir des parents, frères, sœurs, semi-identiques et qui va nous indiquer l'actualité sur les greffes de Cordoue. Alors on va faire un peu de biologie maintenant, hein, parce que après tout, comme on vous a dit, vous êtes très formés, et vous êtes très formés en greffe particulièrement, puisqu'on en parle toutes les années. Je pourrais d'ailleurs vous interroger un peu, mais bon, peut-être que je ne vais pas le faire tout de suite, mais peut-être après. Et donc, je veux quand même introduire simplement pour dire que, bon, Pascal Haye tout à l'heure va parler de cette fameuse journée nationale de la lutte contre la leucémie. C'est une journée qui me paraît complètement fondamentale et je pense que Anthony l'aurait parfaitement bien vécu. Parce que la leucémie aiguë, comme vous le savez, c'est une maladie extrêmement brutale qu'on ne peut pas prévoir. Et donc, très souvent, quand on fait un diagnostic de leucémie aiguë, tout s'écroule, tout s'arrête et on n'a pas eu le temps de se préparer. Et très souvent, les gens sont affolés par ce monde qu'ils ne connaissaient pas. Donc vous êtes tous là, vous avez donc la notion que ce monde existe et vous êtes donc déjà très solidaires de ce monde. Mais le nombre, nous, de personnes, de malades que l'on voit, de familles, qui ignoraient complètement ce monde et qui rentrent dans ce monde quand le diagnostic est fait, est assez impressionnant. Donc nous avons un rôle fondamental d'information sur cette maladie parce que cette maladie, elle a besoin des autres, vous le savez. Hein. C'est une maladie qui nécessite la solidarité, qui nécessite le don,
qui nécessitent le don de globules rouges, de plaquettes, qui nécessitent le don de moelle à un moment donné, de cellules souches à un moment donné. Donc, il faut faire connaître cette maladie, essayer de diminuer cette espèce de crainte et de peur de cette maladie. Donc, je pense que cette journée nationale, on est tous là, tout le monde associatif est là pour faire connaître cette maladie et naturellement après aider la recherche, parce que les pédiatres ont fait beaucoup de progrès. Nous, on a fait beaucoup de progrès chez l'adulte, mais peut-être un peu moins. Et on a encore beaucoup de choses à découvrir. Et dans le domaine de la leucémie aiguë, on a maintenant un domaine qui s'appelle la génomique, c'est-à-dire l'étude des gènes. Et actuellement, une leucémie aiguë myéloblastique, on recherche plus de 32 gènes et qui ont un impact sur le plan du pronostic de la maladie, sur le plan de la stratégie thérapeutique et de la chance offerte aux patients. Donc, cette recherche des gènes, qui sont des gènes anormaux, éventuellement, il existe des mutations qui apparaissent au moment de la maladie, c'est interrogatif. C'est pour ça que l'aide à la recherche actuellement est tout à fait fondamentale, ne serait-ce que même, je vous dis, pour le diagnostic et le pronostic. Donc c'est pour ça que cette journée me paraît fondamentale. Vous œuvrez, vous, tout le temps, pour nous aider chaque année avec des sommes qui me paraissent assez considérables. Comme je vous l'ai toujours dit, vous êtes nos partenaires et vous n'avez plus le droit maintenant de ne pas nous donner. J'ai toujours dit aussi chaque année. Donc vous avez une obligation. Et donc je crois que vous êtes maintenant avec nous et vous le savez. Et donc c'est pour ça que maintenant chaque année on vient et puis on vous donne un petit peu des nouvelles par rapport à ce qui existe dans le monde. Alors voilà, c'est cette petite introduction que je voulais faire. Et moi je vais simplement aborder deux sujets de la greffe qui sont des sujets un peu nouveaux. Et donc c'est ce qu'on appelle la greffe haploïdentique. Alors naturellement c'est encore un terme, comme d'habitude on utilise des termes difficiles alors que ce sont des choses tout à fait faciles. Alors, je vais essayer d'imager par une diapositive pour vous expliquer, mais parce que vous le savez déjà. Vous le savez déjà. Donc en ce qui concerne les greffes entre donneurs et receveurs, vous savez qu'on utilise les donneurs familiaux, le frère et la sœur. C'est la première possibilité. Puis ensuite, il y a, lorsqu'on n'a pas de donneur dans la famille, on va rechercher le donneur non apparenté à partir d'un registre, des donneurs volontaires. Et donc, vous œuvrez aussi pour essayer d'informer pour que le donneur soit présent. Et comme vous le savez, le registre augmente chaque année de façon impressionnante. Bon, la France, toujours un peu lente, mais présente néanmoins. Et puis ensuite, il y a les greffes du sang placentaire. Donc, c'était ces trois possibilités. En ce qui concerne les donneurs non apparentés, on essaye d'avoir à peu près la même identité que pour les frères et sœurs. C'est-à-dire qu'on fait un appariement entre le donneur non apparenté et le receveur très précis au point de vue de l'HLA. Et donc, il nous paraissait impossible, il y a 15 ou 20 ans, et on avait commencé à faire des greffes justement en non-identité HLA. Et ces fameuses greffes haploïdentiques. Alors, je pense qu'on va prendre ce petit schéma. Alors, ce petit schéma, c'est donc le groupage HLA, qu'on a représenté donc par ces petits rectangles. Je prends des lunettes parce que... Donc, et vous avez ici donc, ce groupage HLA donc, de la maman et le groupage HLA du papa. Donc, chacun des parents ont au niveau de l'HLA ce qu'on appelle un haplotype, c'est-à-dire la caractéristique de l'HLA. Et donc vous voyez que chacun a deux haplotypes, le papa là et la maman là. Et donc on l'a représenté par ces couleurs. Donc ces parents donnent naissance à des enfants que vous avez ici. Et donc vous voyez, donc un des enfants malheureusement est tombé malade. Et donc vous voyez qu'il a pris la moitié du papa et la moitié de la maman. Et chaque enfant a pris la moitié du papa et la moitié de la maman. Et donc vous voyez que lorsqu'on recherche dans cette famille-là un donneur identique, vous voyez qu'il n'y en a que deux, celui-ci et celui-ci sont HLA identiques, ont pris exactement les mêmes haplotypes des parents, et donc on peut imaginer une greffe à partir donc entre ces deux frères et sœurs. Par contre, les autres ne sont absolument pas identiques, et donc l'important là, si on veut faire ces fameuses greffes haploïdentiques, c'est éventuellement de les faire à partir de frères qui ne sont pas identiques.
ou à partir des parents qui ne sont pas identiques. Et donc c'est un peu la révolution, puisque justement là, en ce qui concerne ce patient, en fait, vous voyez qu'il a la moitié de son papa, ici, hein, identique, et donc on peut imaginer actuellement une greffe entre le patient et son papa. C'est une greffe justement dite haploïdentique, puisqu'elle n'a que la moitié identique entre le père et son enfant. Et en ce qui concerne, on peut imaginer également ce type de greffe haploïdentique, c'est-à-dire non identique, entre ce patient-là, par exemple, et cet enfant-là, et cet enfant-là, qui a donc la moitié également identique entre ce patient et ce frère-là. Donc vous voyez que ça, ce sont des greffes, et donc là je continue l'histoire, et on va entourer les choses. Si par exemple ce patient se marie avec son conjoint, à ce moment-là on a encore une descendance, et donc cette descendance, on a le même système avec la possibilité d'avoir des enfants identiques ou des enfants semi-identiques, donc haplo-identiques. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est effectivement qu'avant, les greffes ne se faisaient qu'en HLA complètement identique entre ce frère et cette sœur qui avaient exactement les mêmes haplotypes à partir de leur parents, et que maintenant on peut imaginer de faire des greffes haploïdentiques entre le fils là et son papa, ou bien cet enfant malade avec le frère qui n'est pas haploïdentique. Et ceci n'était vraiment pas envisageable il y a, je vous dis, une dizaine d'années, du fait qu'il y avait une disparité HLA, et donc avec des complications de la greffe qui rendaient la greffe impossible et mortelle. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, on a recherché pour essayer de trouver cette solution et avoir cette alternative possible pour les gens qui n'ont pas de donneur dans leur famille, HLA identique, pas de donneur de la parenté, parce que c'est donc là, ça donne cette possibilité supplémentaire de faire cette greffe. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ce schéma qui est très compliqué pour vous, mais je vais vous l'expliquer. En fait, pourquoi cette greffe haploïdentique est devenue possible? C'est tout simplement parce qu'on a compris qu'il fallait rajouter après la greffe un médicament qui est très simple, qui est Granduxan, que l'on utilise généralement avant la greffe, mais que l'on peut utiliser après la greffe, et en fait qui élimine les lymphocytes, enfin les cellules du donneur qui peuvent donc être méchantes chez le receveur. Alors en fait, ce qui se passe ici, vous avez donc des cellules du receveur ici, les cellules du donneur qui arrivent, qui sont des lymphocytes, qui vont ensuite être en contact des cellules du receveur et devenir très méchantes éventuellement. C'est ce qu'on appelle la maladie du greffon contre le receveur. Et donc, cette maladie peut être très méchante et destructrice. En fait, le fait de donner un peu d'endoxan après la greffe, chose qu'on n'aurait jamais pu imaginer il y a quelques années, alors que c'est quelque chose de très simple, on arrive à apaiser ces cellules-là et donc à les rendre inoffensives. Et donc, c'est comme cela qu'on arrive à faire ces fameuses greffes haploïdentiques, c'est-à-dire entre, par exemple, un enfant et son papa ou sa maman, naturellement en condition semi-identique, ou entre un patient et son frère qui n'est pas HLA identique. Donc c'est une vraie révolution, si ce n'est que pour l'instant c'est en cours d'évaluation. Il y a énormément de greffes qui sont faites dans le monde actuellement en haploïdentique, dans ces conditions-là, et qui semblent donner des résultats très très intéressants en termes de complications liées à la greffe. Il n'y a plus de maladie du greffon pratiquement dans ces conditions-là. Ce que l'on a peur pour l'avenir, c'est éventuellement d'avoir plus de rechutes dans ces conditions-là, du fait qu'il y a moins cet effet greffe contre la leucémie. Donc c'est une alternative actuellement de greffe qui apparaît dans le monde et qui est en train de s'étendre et qui va probablement donner des espoirs assez considérables à des patients qui n'ont pas de donneur actuellement disponible. Donc c'est une alternative en cours d'évaluation et dont vous devez être absolument averti puisque ça va exister et que ça existe actuellement. Donc c'est quelque chose qui nécessitera une interrogation écrite de votre part, donc la greffe haploïdentique. Alors ensuite,
Ensuite, je vais vous parler de la deuxième chose. Donc ça, c'est effectivement une nouveauté vraiment de cette année et qui est en train de s'étendre, je vous dis, dans le monde entier, c'est-à-dire ces greffes entre parents et enfants adultes et qui nécessitent donc véritablement très peu de choses sur le plan du traitement supplémentaire pour que la greffe se passe bien. Vous avez dit un peu dans le sang après la greffe, ce qui paraissait vraiment impossible il y a quelque temps et c'était quelque chose de très facile à découvrir. Il fallait l'imaginer. Bon, la deuxième chose dont je vais vous parler, c'est des greffes de sang placentaire, parce qu'il commence à y avoir des polémiques à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on a maintenant banqué beaucoup d'unités de sang placentaire, ça coûte très cher. Et donc, obligatoirement, actuellement, on s'interroge sur est-ce qu'on va continuer comme ceci ou est-ce qu'on va arrêter puisqu'on a suffisamment d'unités de sang placentaire. Donc, et c'est pour ça que vous devez avoir cette information, parce que en France, on a déterminé une politique. On a été très très fort, hein, je pense. Contrairement au registre des donneurs non apparentés où on est assez lent sur le plan de l'application, en ce qui concerne le prélèvement des unités de sang placentaire et le banking des unités de sang placentaire, ça s'est passé très vite en France. Il y a eu un nombre de maternités très large en France qui a été ouvert. Et donc, les mamans ont donné des accords tout le temps, il n'y a jamais eu de refus. Et donc, il y a vraiment beaucoup d'unités de sang placentaire qui ont été prélevées. Et on est arrivé à un nombre, on avait fixé en France un nombre de 30 000 unités de sang placentaire qui couvrait à peu près 50% des besoins des patients qui n'avaient pas donc, de donneurs non apparentés ou de donneurs familiaux. Donc actuellement, et ce qui se passe également parallèlement, c'est que ces unités de sang placentaire qui sont banquées, chaque unité, ça représente 2 000 €, après, sur le plan du coût d'une unité. Et le problème, c'est après, est-ce qu'elles sont utilisées? Parce qu'il faut qu'elles soient utilisées, ces unités de sang placentaire. C'est-à-dire qu'éventuellement, les centres de greffe les demandent pour faire des greffes dans le monde entier. Et en fait, elles ne sont pas toutes utilisées. Bon, il y a donc un banking important, et pour l'instant, une utilisation qui est un peu, qui n'est pas très importante par rapport à la quantité d'unités de sang placentaire banquées. Obligatoirement, on doit le prendre en considération sur le plan économique. Mais il est nullement question d'arrêter le prélèvement d'unités de sang placentaire puisque les patients en ont besoin et que ça correspond à des unités, à des greffons disponibles sur les patients qui n'ont pas d'autres possibilités que celle-là. Donc ce qui a été décidé, c'est, comme on est arrivé à 30 000 unités, c'est que maintenant d'aller beaucoup plus lentement. On avait fait cette espèce de grande progression et qui a été remarquable en France. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que vous soyez choqués par le fait que ça aille plus lentement maintenant. C'est une décision qui a été prise et qui ne pénalise pas la chance des patients. Ça, c'est important aussi. Donc, il va y avoir maintenant, on a décidé d'arrêter le nombre de maternités à ouvrir, qui est suffisante sur le plan du territoire français, qui couvre donc la globalité de la France, si ce n'est que toutes les maternités, naturellement, ne sont pas ouvertes. Et donc, quand une maman veut donner son cordon, il faudra qu'elle interroge pour savoir quelle maternité, ou bien qu'il y ait un transport de son unité de sang placentaire vers le centre qui est capable après de le stocker quelque part. Donc ça, c'est important comme information, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un arrêt du prélèvement des unités de sang placentaire, parce que ça a été dit, et certains mondes associatifs souffrent du souci par rapport à ça, mais une progression plus lente et par rapport donc à l'ouverture de maternité et au prélèvement de ces unités de sang placentaire. Donc la deuxième chose aussi, et je pense que je vous l'avais montré l'an dernier, c'est le problème des résultats des greffes de sang placentaire. Parce qu'au début, on avait eu des résultats on n'avait pas tout compris comme dans tout ce que l'on commence en médecine, et notamment on a été confronté à des problèmes de prise de greffe, particulièrement chez l'adulte, pas chez l'enfant, parce qu'ils ont généralement assez de cellules pour que la greffe prenne à partir donc des unités de sang placentaire. Chez l'adulte, on a été confronté à un problème de nombre de cellules. Et au départ, on n'avait pas bien compris, et il y a eu donc des greffes de sang placentaire qui se sont mal passées parce qu'elles ne prenaient pas, ou bien parce qu'on se heurtait à des complications. Donc on a tout à fait compris que le nombre de cellules était tout à fait important. Et actuellement, donc, les greffes se passent de mieux en mieux dans ce domaine, mais
les centres greffeurs qui ont pratiqué ce type de greffe au départ ont été quand même très découragés par les premiers résultats. Donc il y a eu un petit infléchissement sur le plan de la quantité de greffe du fait de la difficulté. Donc avec les connaissances actuelles, cette activité est en train de se stabiliser et doit repartir dans le sens de l'utilisation de plus d'unités de santé synthétique. Alors, ce que je vais vous dire, je vais vous montrer justement des résultats qui sont très prometteurs et qui ont été faits au niveau d'un protocole qui a été fait chez l'adulte et chez l'enfant. Et en partant du principe que chez l'adulte, on utilise très volontiers, ça je vous l'avais dit l'an dernier, 2 unités de santé synthétique, non pas une seule, par rapport à la quantité de cellules contenues dans une unité de santé synthétique. Cellules dont on a besoin pour que la greffe prenne et que ça donne donc un bon greffon par la suite. Le fait d'avoir donc 2 unités de santé synthétique, je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré, mais c'est un très joli exemple. C'est un exemple ici d'un patient qui a été greffé avec 2 unités de santé synthétique. Et quand on veut savoir si une greffe prend bien, on a donc des marqueurs. Ces marqueurs, ce sont des marqueurs d'ADN. On a parlé tout à l'heure des marqueurs d'ADN. Alors ça, c'est les marqueurs, vous savez, je dis toujours, de la police de Miami qui recherche les criminels, vous savez, ou la recherche d'un père, d'une paternité, un père qui a fauté, ou on recherche son père. On utilise effectivement les marqueurs d'ADN, qui sont ces séquences répétitives d'ADN, et qui sont donc très utilisées en criminalité. Et maintenant, on utilise tout le temps en greffe de moelle pour voir si une greffe est bien prise. Donc là, vous avez l'exemple de ces marqueurs utilisés. Vous avez ces graphes qu'on obtient. Vous voyez ici, c'est la première unité de sang placentaire, le premier donneur, c'est une unité de sang placentaire ici, on l'a utilisé. Et vous voyez ce graphe qui est représenté. Ici, vous avez la deuxième unité qui avait été injectée au patient. Et vous voyez que le graphe est totalement différent du premier. Ça montre bien que ces marqueurs-là identifient la personne. C'est comme ça qu'on peut découvrir qui est la personne par ces graphes. Et ici, vous avez le receveur. Vous voyez que c'est encore un graphe différent. Et donc, il s'agit d'un malade qu'on a transplanté dans le service, qui a reçu 2 unités de sang placentaire. Comme vous voyez, il y a une unité qui venait du Pays-Bas et une unité qui venait des États-Unis. Vous voyez donc ces trois profils qui sont totalement différents. Après la greffe, on arrive là au jour 32 après la greffe, il n'y a déjà plus de receveur. Donc le profil du receveur a totalement disparu. Donc il y a une prise de greffe et vous voyez que les 2 cordons ont bien pris. Vous avez le profil de D1 et le profil de D2, on les voit parfaitement bien. Ensuite, on progresse dans la greffe, on voit que D1 est en train de prendre le dessus nettement et que D2 est en train de disparaître. Et donc là, il y a ce qu'on appelle un winner, c'est-à-dire un cordon gagnant, mais qui permet donc la prise de greffe. Et vous voyez que quand on va plus loin encore dans la greffe, à J49, il y a 90% de cellules qui sont de l'origine de D1 et plus que 10% de l'origine de D2. Et en ce qui concerne J61, c'est encore plus, 95% et 5%. Donc, le greffon a parfaitement pris. Donc le receveur vit avec les cellules du donneur maintenant. Et vous voyez que les 2 cordons étaient indispensables pour la prise de greffe au départ. Et après, il y a un cordon qui gagne. Bon, alors ça, on ne sait pas le pourquoi. Ça, on est en train de réfléchir. Pourquoi il y a un cordon gagnant. Et donc, je le dis tout le temps, il y a plein d'hypothèses drôles qui sont, c'est le cordon masculin qui gagne, c'est le cordon américain qui gagne, et tout ça, donc pour l'instant, il n'y a pas de données scientifiques dans ce domaine, mais il y a beaucoup de recherches dans ce domaine par rapport à ce que ça peut représenter dans la recherche, par rapport à la greffe et par rapport à l'action de la greffe sur les maladies. Et en fait, ce qu'on s'est posé comme question avec les pédiatres, c'est effectivement, est-ce qu'un cordon fait mieux que 2 cordons? Et donc, on a décidé de lancer un protocole en France en faisant donc un tirage au sort. Parce que vous savez, quand on se pose une question en médecine, il faut savoir accepter un tirage au sort parce qu'on sait qu'on a autant de chances d'un côté que de l'autre. Et donc, on a décidé de faire un tirage au sort entre 1 ou 2 cordons, naturellement en ayant la même quantité de cellules. C'est-à-dire que celui qui reçoit un cordon, il a obligatoirement autant de cellules, il n'y a pas de problème de prise de greffe, on est certain d'avoir sécurisé ce domaine.
Et donc, on a développé ce protocole en France. Et donc, vous voyez qu'on a pratiquement fini bientôt ce protocole qui va être tout à fait important pour montrer si il est indispensable de faire une greffe de double cordon ou bien de faire une greffe de simple cordon à condition d'avoir le même nombre de cellules. Et vous voyez que là, 100 patients de moins de 18 ans chez les petits ont participé et 29 patients de plus de 18 ans, puisque nous, on a eu plus de difficultés de trouver des cordons uniques qui avaient suffisamment de cellules pour pouvoir participer. C'était tous des patients qui avaient des leucémies aiguës, soit myéloblastiques, soit lymphoplastiques. Donc, vous avez ici les résultats. Les résultats sont spectaculaires. Et donc, vous voyez que là, en termes de survie pour les patients, à 1 an, il y a 79, pratiquement 80% de survie et 76% de survie à 2 ans. Lorsqu'on arrive donc sur la population qui a été réellement greffée. Et donc, on est en train d'étudier entre 1 et 2 cordons et les résultats semblent équivalents entre 1 et 2 cordons. C'est-à-dire qu'on a les mêmes résultats. En termes de rechute, il y a très très peu de rechute, alors que ce sont des leucémies aiguës, quand on greffe des leucémies aiguës chez l'enfant, même chez l'adulte, ce sont des leucémies aiguës qui sont extrêmement graves sur le plan du pronostic. Donc vous voyez qu'il y a très peu de rechute et il y a très peu de mortalité du fait de la gravité de la maladie. Ici, vous avez justement la courbe de survie qui est très impressionnante en termes de survie globale. Et puis vous avez la survie quand les malades étaient en rémission avant la greffe, qui est encore plus impressionnant puisque vous voyez qu'on arrive à 80% et à 76% de survie à 2 ans avec ici vous voyez ce qu'on appelle un plateau, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de décès, plus de rechute. C'est-à-dire que les malades sont potentiellement guéris à ce niveau-là, ce qui représente pour ces patients et notamment chez l'adulte des résultats très spectaculaires. Ici, vous avez les résultats entre la leucémie aiguë lymphoblastique et la leucémie aiguë myéloblastique qui sont absolument superposables. C'est-à-dire qu'il y a aussi bons résultats en leucémie aiguë myéloblastique qu'en leucémie aiguë lymphoblastique. Et enfin, malheureusement, nous sommes un tout petit peu pénalisés. Vous voyez que les adultes font moins bien que les enfants. C'est pour ça qu'il y a toujours de très bons résultats et nous des moins bons résultats. Parce que l'adulte est plus difficile à guérir, ça on le sait, au-delà de 18 ans, on a effectivement un peu plus de difficultés, mais avec, vous voyez quand même, plus de 70% de survie, ce qui est quand même très considérable dans le contexte des leucémies aiguës qui ont de très mauvais pronostics. Donc, les greffes de sang placentaire ont leur place, ont une très bonne place, notamment dans les leucémies aiguës graves. Et puis, vous voyez, cette question on va pouvoir répondre entre 1 ou 2 cordons, ce qui en termes aussi d'économie est important, parce que je vous l'avais dit précédemment, les unités de sang placentaire, ça coûte très très cher. C'est effectivement quand on exporte par exemple un cordon à partir d'une banque américaine, par exemple, c'est plus de 30 à 40 000 euros d'unité de sang placentaire. Quand on a 2 cordons, ça fait 80 000 euros le griffon. Donc ce sont des coûts très 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 importants. Donc obligatoirement, on a besoin d'évaluer, de voir si justement les résultats sont identiques. Et là, cette analyse va pouvoir nous le dire, à condition naturellement qu'on se place en quantité de cellules, toujours au taux de cellules qui est nécessaire.